Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Medi 1 TV Afrique. Votre édition d'information, c'est maintenant. Voici les titres qui font l'actualité. Le roi Mohamed VI à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le souverain va participer au 5e sommet des dirigeants africains et européens. Prévu du 29 au 30 novembre, il verra la participation d'une cinquantaine de chefs d'État. Ouverture aujourd'hui à Marrakech, au Maroc, de la 2e édition du Forum d'investissement Chine-Afrique. Plus de 400 décideurs économiques chinois et africains de haut niveau sont réunis pour ouvrir un nouveau chapitre du partenariat économique sino-africain. Et au Sénégal, l'immunité du maire de Dakar, par ailleurs député Khalifa Sall, a été levée par les parlementaires. C'était lors d'une séance plénière sous haute tension ce week-end, avec 125 voix pour et 23 contre. Soyez les bienvenus sur Medi 1 TV Afrique. Le roi Mohamed VI, accompagné du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ismaïl, est arrivé hier après-midi à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié en République de Côte d'Ivoire. Une visite au cours de laquelle le roi du Maroc participera aux travaux du 5e sommet Union africaine-Union européenne, prévu du 29 au 30 novembre à Abidjan. Ce sommet a pour thème central « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Et dans le cadre des relations maroco-ivoiriennes, la coopération économique atteste des liens politiques et diplomatiques d'exception que les deux pays entretiennent, notamment depuis 2009, date marquée par une amélioration des échanges commerciaux. Plusieurs projets sont d'ailleurs en cours, le pont de débarquement de Lokodjro, financé par la Fondation Mohamed VI, tout comme la réhabilitation de la baie de Cocody. Plus de détails avec Fama Dione de notre bureau à Abidjan. Le Maroc et la Côte d'Ivoire demeurent résolus à donner du punch à leur partenariat économique, notamment en l'inscrivant dans la durabilité. En 2015, le Royaume était à la tête du peloton des investisseurs étrangers en Côte d'Ivoire avec des projets énormes. Le pont de débarquement de Lokodjro, financé par la Fondation Mohamed VI à hauteur de 2,6 milliards de francs CFA. Le projet bénéficiera à 2400 marins-pêcheurs, 1600 mareyeuses, 350 fumeuses de poissons, ou encore le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, fleuron de la coopération économique maroco-ivoirienne. Une table ronde de bailleurs de fonds arabes tenue en juillet 2016 à Abidjan sous l'impulsion du Maroc a permis de lever la somme astronomique de quelques 450 millions de dollars, un partenariat que les deux chefs d'État vont consolider davantage. Et 2 jours avant le sommet Union africaine-Union européenne, la ville de Marrakech accueille la 2e édition du Forum d'investissement Chine-Afrique. Les échanges vont porter sur la nouvelle route de la soie que la Chine propose au monde et ses implications financières pour les économies africaines. Plus de 400 décideurs africains et chinois prennent part à ce forum d'investissement avec 10 000 entreprises actives sur le continent dans plusieurs secteurs. Les échanges commerciaux sino-africains ne cessent de s'amplifier. Ils ont représenté 190 milliards de dollars en 2016. Medi 1 TV suivra ce forum à travers notre équipe d'envoyés spéciaux. Et ce n'est pas un hasard si ce forum se tient au Maroc. En effet, le Maroc est devenu un pont pour les investisseurs intéressés par des opportunités d'affaires en Afrique. Le 16 novembre dernier, la Chine et le Maroc ont signé à Pékin un mémorandum d'entente pour inclure le royaume dans le projet appelé la nouvelle route de la soie chinoise, également connue sous le nom de One Belt, One Road. Pour comprendre quels sont les atouts du Maroc qui intéressent la Chine dans cette conquête du marché africain, écoutons le commentaire de notre chroniqueur économique, Driss Assaoui. Le Maroc a eu l'intelligence de développer une infrastructure portuaire extrêmement importante parce que sur cette stratégie-là... Tangemed en l'occurrence. Tangemed, on est en train de parler de Tangemed qui est un port extrêmement important et qui permet justement à la Chine de pouvoir approcher et le marché européen et le marché africain de manière beaucoup plus facile que ça l'était auparavant. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité-là. Il y a également toute la présence marocaine en Afrique qui intéresse la Chine. Sur le plan bancaire, au niveau des assurances, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'agriculture, nous avons l'OCP qui a développé un programme extraordinaire de coopération avec les pays africains, mais surtout, il y a aujourd'hui une grande possibilité de synergie entre les entreprises chinoises privées et les entreprises marocaines avec le support des deux États.
En Algérie à présent, la loi des finances votée hier prévoit une augmentation des dépenses sociales malgré la baisse des recettes dues à la chute des prix du brut. Depuis 2014, l'Algérie est en difficulté. Le pays subit de plein fouet la chute des prix du brut qui assure 95% de ses recettes extérieures, faisant fondre ses revenus budgétaires et ses réserves de change. Les détails maintenant avec le récit de Soua Abouta. L'Algérie traverse une crise économique alarmante. Depuis 2014, le pays subit de plein fouet la chute des prix du brut qui assure 95% de ses recettes extérieures, faisant fondre ses revenus budgétaires et ses réserves de change. La loi de finances 2018 votée hier prévoit une augmentation des dépenses sociales mais aussi des créations ou des hausses de taxes visant à compenser la baisse des recettes. Cette nouvelle loi prévoit une hausse de 7,9% des dépenses liées au système social, incluant la subvention de nombreux produits de base, les aides au logement, à l'éducation et les soins gratuits. Ces dépenses sociales représenteront en 2018 environ 12,8 milliards d'euros, soit 8,4% du PIB et 20% des dépenses de l'État, estimées à 62,8 milliards d'euros. Les Algériens seront cependant touchés au portefeuille par la création ou la hausse de taxes. Le budget 2018 établi sur la base d'un baril à $50 prévoit une hausse de 9,8% des recettes fiscales pour des recettes totales établies à environ 47,3 milliards d'euros, soit un déficit budgétaire d'environ 15,5 milliards d'euros. La taxe sur les produits pétroliers augmentera de plus de 17% pour l'essence et d'environ 11,5% pour le diesel. Une nouvelle taxe sera appliquée au tabac avec une hausse de 10% sur une taxe déjà existante. Une taxe de 1% sur toutes les importations est également prévue. En revanche, la création d'un impôt sur la fortune proposé par le gouvernement a été rejetée par les députés algériens. La commission des finances de l'Assemblée nationale a souligné les difficultés à l'appliquer et les craintes d'une fuite de capitaux vers le secteur informel ou l'étranger. D'ailleurs, parmi les mesures de traçabilité financière visant à maintenir l'argent dans le secteur formel, les commerçants devront d'ici à un an mettre à la disposition du consommateur des terminaux de paiement électroniques quasi inexistants en Algérie. Au Sénégal maintenant, l'immunité parlementaire du maire de Dakar, Khalifa Sall, vient d'être levée par ses pairs. La décision a été entérinée lors d'une séance plénière sous haute tension ce week-end avec 125 voix pour et 23 contre. Cette levée de son immunité qui ouvre la voie à un procès contre l'édile de la capitale sénégalaise a suscité plusieurs réactions. Pour Emerou Ning, président du groupe parlementaire de la majorité, le Parlement ne doit pas être un obstacle pour l'expression de la justice dans le pays. Cependant, le député et ancienne ministre Aïda Mbodj estime que l'essentiel de la procédure n'a pas été respecté car l'article 52 a été bafoué. Le député Abdoulaye Baldé a soutenu que la démocratie sénégalaise a été biaisée car, soutient-il, les règles se sont appuyées sur des fondements purement politiciens. Les défenseurs du néo-député de l'opposition ont décidé de porter le combat au niveau du Conseil constitutionnel. Les autorités indonésiennes ont une nouvelle fois déclaré l'état d'alerte maximale autour du volcan Agung de Bali qui pourrait entrer en éruption dans les prochaines heures. Depuis près d'une semaine, de la fumée s'échappe du volcan qui menace de dégager très prochainement des coulées de lave. Les habitants situés dans un périmètre de 10 km du cratère ont été sommés d'évacuer et l'aéroport international de Bali vient de fermer ses portes pour au moins 24 heures. Au Pakistan maintenant, le ministre de la Justice Zahid Amin a annoncé aujourd'hui sa démission dans un contexte marqué par les manifestations et les violences qui ont paralysé le Pakistan depuis début novembre. Sa démission intervient après des négociations entre le gouvernement pakistanais et les leaders des protestataires. J'ai présenté volontairement ma démission pour sauver le pays de la crise, a déclaré Zahid Amin à la presse, en référence aux manifestations et sittings revendiquant son limogeage. Les leaders des protestataires devraient annoncer officiellement la fin du sitting lors d'une conférence de presse plus tard dans la journée. Au moins 53 civils, dont 21 enfants, ont été tués hier dans des bombardements de l'aviation russe en Syrie. Les frappes visaient un village tenu par l'organisation terroriste Daesh dans l'est du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, dans un bilan actualisé, les raids aériens menés à l'aube ont visé le village d'Al-Shafa, dans la province de Deir ez-Zor, où l'aviation russe soutient une offensive du régime de Bachar al-Assad pour reprendre aux terroristes leur dernier bastion. Selon un dernier bilan rendu public ce mois par l'OSDH, le conflit a fait plus de 340 000 morts, dont plus de 100 000 civils, ainsi que des millions de personnes déplacées et réfugiées depuis 2011.
Et toujours sur le sujet du terrorisme et de l'extrémisme, le Maroc a réaffirmé hier à Riyad son soutien aux efforts déployés par la coalition militaire islamique. Efforts destinés à faire face à ces fléaux. Lors de la première réunion du Conseil des ministres de la Défense de la coalition dans la capitale saoudienne, Abdelatif Loudihi, le ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, a d'ailleurs souligné la solidarité constante du Maroc avec le Royaume d'Arabie Saoudite pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Par ailleurs, sachez que dans leur communiqué final, les États membres de la coalition islamique militaire ont réaffirmé leur détermination à coordonner leurs efforts pour lutter et combattre le terrorisme. Le rôle de l'imam dans le contexte européen entre défis et enjeux, c'est le thème qui a réuni plus de 150 imams provenant de différents pays européens samedi à Bruxelles. Le Conseil européen des oulémas marocains est à l'origine de cet événement. Reportage Yassine Sassi, le récit est de Soua Abouta. Le rôle de l'imam dans le contexte européen entre défis et enjeux, c'est le thème qui a réuni plus de 150 imams provenant de différents pays européens à Bruxelles. Le Conseil européen des oulémas marocains, organisateur de l'événement, met l'accent sur le rôle majeur de l'imam dans l'encadrement religieux en Europe et la nécessité de l'associer en tant que partenaire pour la promotion de la paix sociale et le vivre ensemble entre les différentes composantes de la société. Cette rencontre intervient dans le cadre de la communication permanente du Conseil avec les vénérables imams et la valorisation de leur travail en Europe et pour leur signifier qu'ils sont tout d'abord partenaires avant qu'ils ne fassent l'objet d'études. Dans leurs interventions, les imams ont abordé les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mission en Europe. L'obstacle principal à la communication avec les jeunes de la communauté musulmane étant la langue. L'absence de cadre légal approprié aux imams et les problèmes d'assimilation du contexte européen sont également au centre des préoccupations. En dehors de la prière, le rôle de l'imam est aussi d'intervenir en tant qu'éducateur et encadrant social. Ces imams participent à la consolidation de la stabilité et à tourner les projecteurs vers les dangers auxquels l'humanité est confrontée. L'islam n'est pas en contradiction avec la démocratie et les droits de l'homme, y compris les droits des minorités. C'est la conclusion qu'a voulu apporter cette rencontre, mettant en avant la capacité de cette religion à cohabiter avec les autres religions en Europe. Une note culturelle maintenant dans cette édition. Le Festival des Arts et du Livre d'Aké au Nigeria a célébré des œuvres de romanciers, danseurs, musiciens, poètes, acteurs et autres artistes africains. Parmi les conférenciers invités au festival de 5 jours, l'auteur prémie Nendi Okarofor, dans le nouveau titre de science-fiction Blessing in Disguise, présente Ngozi, une super-héroïne adolescente qui lutte contre le mal à Lagos. Regardez, le récit est signé Awa Diop. Le Centre culturel des arts d'Abeokuta de Lagos a refusé du monde pour la 5e édition d'Art Aké et le Festival du Livre. La révélation de cette année, le film Blessing in Disguise, une œuvre qui peint une héroïne dont le Nigeria a besoin pour faire face. Je pense que ça prouve que c'est possible que Marvel s'intéresse à nos histoires. Je suis capable non seulement d'écrire 3 numéros de Black Panther, j'écris aussi un peu de mon histoire avec le film Ngozi. Marvel a vu la réponse énorme, en particulier du Nigeria. Ngozi, l'histoire d'une super-héroïne adolescente inspirée des filles de Chibok kidnappées par le groupe terroriste Boko Haram. Pour l'auteur, ses pairs devraient plus s'inspirer de ce qui se passe au sein même du continent. Je pense que les écrivains africains ont besoin de sentir la liberté d'écrire la vérité, la pléthore d'histoires qui est en nous. Je pense que c'est quelque chose qui a manqué et qui change la donne. Les écrivains africains doivent écrire ces genres d'histoires. Le thème de cette année faisant la promotion des femmes créatives qui s'illustrent en modèle à la fois en Afrique et ailleurs, un moyen d'examiner et de trouver des solutions face aux difficultés des femmes du continent. Ce qui est génial avec ce genre d'événement, c'est que nous recevons beaucoup d'auteurs, principalement des auteurs féminins du monde entier, mais surtout d'Afrique, et qu'elles se réunissent pour nous proposer des solutions, nous raconter leurs histoires et leurs triomphes. Cette 5e édition d'Art Aké et du Festival du Livre vise à promouvoir et célébrer la créativité africaine.
avec une tribune de choix dédiée à la femme africaine et sa place dans l'histoire du continent. Et c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Un autre journal à suivre dans quelques instants. Mais avant, retrouvez les revues de presse Monde et Afrique.